Alors, comment améliorer l'accès aux soins pour tous? Donc, vaste sujet qui suscite pas mal de débats, de confrontations d'idéaux, d'idées, et qui a entamé début 2024 un tour de France des remplacements dans les déserts médicaux. On va en parler. Louise Le Cerf, responsable accès aux soins sur les territoires et parcours coordonnés à la RSI de Baptiste Marchand, directeur santé à la CPM de Louis et Sylvain Durnier qui est là et qui est. Alors attention, médecin généraliste à la LSP des Total, président de la CPTS Pével du Douaisis, médecin coordinateur au DAC Appui Santé Lille Sud-Ouest Douaisis, formateur relais à l'UHSP, maître de stage universitaire. C'est bon, je sais pas, j'ai tout dit. Vice-président de la FENAS. On va s'arrêter. Allez. Merci. Alors Baptiste, je vous propose de démarrer cette table ronde. Alors quand on parle d'accès aux soins, on a souvent tendance à parler des chiffres, à évoquer des chiffres. Est-ce que vous pouvez nous dessiner un état des lieux de l'accès aux soins et de l'offre de soins sur le territoire? Oui, alors j'ai pris mes petites notes parce que les chiffres quand même, j'ai essayé de ne pas en oublier. Donc la région des Hauts-de-France, en septembre de cette année, il y avait 287 MSP. On a à peu près 90% du territoire qui est couvert par une CPTS. Quand on dit 90%, c'est 90% de la population de ce territoire. On a encore des projets qui émergent un peu partout sur le territoire et il y a encore quelques zones qui sont dites atones, plutôt dans la Somme et dans l'Aisne. 3-4 dernières années, aux alentours de 200 installations par an. Des installations qui ne compensent pas malheureusement les départs, puisque les départs sont de l'ordre de 350 aussi ces années-là. Néanmoins, on le verra sur le recours et l'accès aux soins. Il y a eu une mobilisation manifeste de la part des médecins généralistes et des MSP, puisque un des sujets, un des objectifs qui a été aussi donné par les gouvernements, c'est celui d'essayer de trouver une solution avec un médecin généraliste et un médecin traitant pour les patients en ALD. Et donc malgré ces départs, on en a 74 000 qui ont trouvé un médecin traitant au cours des dernières années, alors que dans le même temps, on avait 70 000 nouveaux patients en ALD sur le territoire des Hauts-de-France. Donc on voit que c'est un combat un peu de tous les jours, c'est loin d'être facile et probablement que sur les territoires qui sont les plus en tension, c'est là où c'est le plus compliqué et il y a une dynamique malheureusement qu'il faut réussir, on verra probablement à enrayer. Et tout ça pour dire que voilà, au cours des 3-4 dernières années, il y a des dispositifs qui ont été montés et à chaque fois quand ça a réussi, c'est parce que l'ensemble des acteurs ont réussi à travailler les uns avec les autres. Alors vous avez parlé de médecins. Qu'en est-il des autres professions? Parce qu'on le rappelle, l'accès aux soins, ce n'est pas que l'affaire du médecin généraliste. Comment se positionne, comment se porte la région sur l'offre de soins, que ce soit en nucléaire, que ce soit en kiné, en autres dispositifs? Alors d'abord, on a, en comparaison par rapport au reste du territoire national, on est quand même moins dans la panade, je dirais, qu'en France, dans le centre-val de Loire, dans le Grand Est par exemple, ou dans d'autres territoires. Ce qui ne veut pas dire que la situation soit homogène sur tout le territoire. Je disais dans l'Aisne, une partie de la Somme, dans l'Oise aussi, qui est assez particulière avec le halo, on va dire, parisien. On a une dynamique d'IPA qui est pas super dynamique, on dira, parce qu'il ne faut pas le nier. D'abord, c'est un investissement qui est fort de la part des infirmiers qui souhaitent se former, ça a un coût, et il y a la question aussi d'avoir à réussir à solvabiliser en fait cette activité. Et puis, on l'a bien vu aussi, au sortir du Covid-19, tout le monde était bras dessus, bras dessous, en se disant l'avenir, c'est tous ensemble qu'on va le construire. Je l'ai encore entendu dans le discours, c'est très vrai dans les MSP, mais après sur le reste du territoire, parfois, on a encore des limites dans la coopération entre professionnels, et c'est pour ça que les CPTS ou les MSP
tente, on va dire, sur le terrain de franchir. Il y a eu justement un dispositif lancé un plan d'action plutôt lancé en janvier 2024 par l'assurance maladie pour accompagner les patients ALD sans médecin traitant. Quasiment 2 ans plus tard, premier bilan, on peut en faire. Donc, comme je le disais, tout le monde en fait a contribué à ça, puisqu'on a donc, alors pour tout dire, en octobre, on avait plus de 1 035 000 patients en ALD dans la région des Hauts-de-France. Il y en avait tout juste 1 million en 2023. Et dans ce laps de temps, finalement, on a réussi. Enfin, non, c'est 1 72 000 d'ailleurs, et qu'il y en a aujourd'hui en 2025. Et donc, il y en avait tout juste 1 million en 2023. Et dans ce laps de temps, malgré les départs que j'évoquais tout à l'heure, on a quasi 75 000 patients qui ont trouvé un médecin. Donc, ça, c'est passé par en fait, la connaissance par l'assurance maladie de l'ALD, le fait que notamment l'action qui fonctionne le mieux, c'est quand on a ce qu'on appelle un patient régulier, c'est-à-dire un médecin qui voit au moins 2 à 3 fois un patient en ALD mais qui n'est pas déclaré médecin traitant et pour lequel on propose aux médecins de devenir le médecin traitant ainsi qu'aux patients. Et puis on a travaillé aussi avec la MSP pour que les patients sans médecin traitant et en ALD qui résident sur les communes ou à proximité de la MSP, s'ils le souhaitaient et si les médecins généralistes de l'MSP en avaient la capacité, puissent prendre de nouveaux patients. Tout ça a porté ses fruits. Après, c'est un équilibre qui est très fragile. On voit bien, la dynamique des ALD est plutôt à l'augmentation et on est encore, on va dire, aujourd'hui dans un état d'équilibre fragile sur les installations et la prise de nouveaux patients. Vous avez aussi lancé une mission d'accompagnement aux soins qui occupe notamment l'ouverture en urgence des droits. Oui, donc ça c'est la MISAS. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît ce dispositif. Donc ça permet un accompagnement individualisé qui est réalisé par les équipes de l'assurance maladie quand vous avez un patient par exemple qui va se retrouver en situation d'avoir besoin d'une prise en charge, un besoin de soins et qui, du fait de caractéristiques sociales, de fragilité aussi, on va dire, dans son environnement de vie, a besoin d'être accompagné pour prendre le rendez-vous, pour essayer de lever les freins aussi financiers, ouvrir les droits quand il y a lieu de le faire, puisque on a quand même sur un certain nombre de dispositifs qui sont compliqués, on le sait, un taux de non-recours aux droits qui reste important pour la complémentaire santé solidaire, mais aussi pour pas mal d'autres dispositifs. Quand on a échangé en amont pour préparer justement cette table ronde, vous m'expliquez qu'en 2026, la CECAM allait miser particulièrement sur les consultations avancées pour répondre à ces difficultés d'accès aux soins. Je voulais juste préciser quel lien avec le pacte territorial qui a été lancé. Alors, les consultations avancées, c'est la convention médicale qui a précédé l'annonce gouvernementale de ce pacte-là. La rémunération n'est pas exactement la même puisqu'il s'agit de 200 € par demi-journée pour les médecins qui le réaliseraient contre 200 € par journée entière sur le pacte. En fait, tout particulièrement sur l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, mais c'est très probablement vrai aussi dans les autres départements, on peut, nous semble-t-il en tout cas, parier sur le fait que la densité et la proximité peut permettre à des médecins qui sont bien organisés, qui ont des remplaçants de manière plus aisée et plus facile, qui ont des jeunes qui sont en internat par exemple, à pouvoir aller réaliser comme ça une demi-journée ou une journée entière sur un territoire qui lui est sans médecin. C'est pas la panacée au sens où ces médecins-là ne vont pas devenir médecins traitants, mais on le voit quand même de manière générale. Ce qui fait peur au moment de l'installation, en fait, c'est la connaissance du territoire, mais c'est aussi de se retrouver seul face au flot et de patients. Donc réussir à restructurer, certes avec des dispositifs qui sont annexes, mais de la présence médicale et paramédicale sur un territoire nous semble être la meilleure façon de procéder. Et pour ce qui est, puisque pour ma part je travaille sur la circonscription lillo-douaisienne, sur l'île d'Ouai et le département du Nord de manière générale, on a des zones qui sont des zones sous-denses et on a aussi ce gros cœur d'attractivité qui est la MEL. Et on sait bien qu'on doit pouvoir parier sur du temps médical, on va dire, de la MEL,
qui pourrait s'exporter aussi sur la partie de l'ex-bassin minier, mais aussi la Thiérache, par exemple. On a beaucoup parlé de médecins. Il y a la pêche accès direct qui est expérimentée depuis quelques mois pour certaines professions, notamment les kinés et les orthophonistes, au sein de certaines organisations et structures. Est-ce que vous avez, comment ça se passe dans votre territoire? Est-ce que pour l'assurance maladie, ça peut être un réel atout pour améliorer l'offre de soins? Alors moi, je ne peux pas répondre en tant qu'institution, au sens où en fait ça ne peut être un dispositif que si c'est correctement structuré par les professionnels du territoire, que c'est correctement communiqué et su par les patients et assurés. L'accès direct, quand vous êtes sur une profession qui est en tension, ça pose question, que ce soit les kinés ou les orthophonistes par exemple. On sait la difficulté d'accéder à un rendez-vous orthophoniste. Est-ce que la question de l'accès direct facilite l'accès à l'orthophoniste? La question se pose. En tout état de cause, en fait, ça repose sur la capacité qu'ont avoir notamment les CPTS à construire un protocole qui soit cohérent et qui réponde en fait aux particularités et aux réalités de la population de ce territoire-là, qui permettent la détection, l'orientation et la prise en charge. Merci beaucoup Baptiste Marchand. Alors on a évoqué quelques éléments, quelques points ensemble. N'hésitez pas, on essaiera de garder quelques minutes pour des questions de la salle, donc n'hésitez pas à rebondir sur toutes ces questions par la suite. Alors, Lise Lecert, vous êtes responsable accès aux soins sur le territoire, parcours coordonné à l'ARS Hauts-de-France. Que propose l'ARS pour inciter les professionnels, mais aussi les étudiants, à s'installer dans les territoires en tension et donc à améliorer l'accès aux soins? Tout d'abord, pour les professionnels de santé, vous m'entendez bien? Pour les professionnels de santé, donc l'ARS elle va véritablement encourager l'exercice coordonné, parce que pour nous, les structures d'exercice coordonné ou le mode d'exercice coordonné CPTS, c'est vraiment une réponse aux enjeux de la démographie médicale, mais aussi de l'accès aux soins. C'est vraiment plébiscité, notamment par les jeunes générations qui trouvent du sens, un esprit collectif, mais aussi des conditions de travail qui permettent une relative qualité de vie. C'est d'ailleurs pourquoi j'entends plusieurs fois les chiffres et j'ai envie de les redire. On est à près de 300 maisons de santé dans les Hauts-de-France. 90% de couverture par les CPTS. Oui, donc voilà, je vous dis les choses, mais concrètement, l'ARS, elle va apporter un appui à l'ingénierie, des ressources financières, des ressources aussi avec notre portail d'accompagnement aux professionnels de santé et à la formation PAC en lien avec l'UHEST. Donc ça c'est bien pour les professionnels de santé. Et pour les étudiants, on propose le contrat d'engagement de service public, son petit acronyme, le CESP, qui est une allocation mensuelle de 1 200 € par mois du coup. Et en contrepartie, les étudiants devront s'installer sur des territoires spécifiques, donc des territoires sous-denses, là où il y a de la tension, pendant la même durée pendant laquelle ils ont touché l'allocation. L'année dernière, on a signé 34 contrats pour des médecins et 6 contrats en chirurgie dentaire. Il y en aura plus l'année prochaine puisqu'on a l'UFR d'Amiens qui a ouvert cette année. Et on parle des contrats qui sont signés, mais vont-ils jusqu'au bout et combien d'installations vont-ils plus? Elle est là véritablement la question. Et depuis la mise en place du dispositif, c'est plus de 110 médecins qui se sont installés dans les zones sous-denses et plus de 60 chirurgiens dentistes également. Donc ça, ce sont les deux propositions de l'ARS. Alors, 2026 sera une année marquante parce qu'en novembre 2026, il y aura l'arrivée de docteurs juniors dans les territoires, notamment dans les maisons de santé. Comment se mobilise l'ARS? Tout à fait, donc les docteurs juniors qui sont des internes qui intégreront la 4e année de médecine générale, ils vont effectivement commencer leur phase de consolidation en novembre 2026. C'est un effectif de 300 étudiants, 300 internes. Donc il y en a 200 sur la subdivision de Lille et 100 sur la subdivision d'Amiens. Ces étudiants-là, il va falloir les accompagner. Donc l'ARS à sa place, mais aussi les UFR et plus particulièrement les DLG pour permettre aux docteurs juniors de réaliser leur stage ambulatoire et de suivre en parallèle des enseignements, tout en cohérence avec leur projet professionnel. Et on va devoir aussi trouver des MSU, donc des maîtres de stage
qui sont des médecins généralistes agréés et qui vont devoir suivre une formation en distanciel pour connaître les critères pédagogiques de cette année, de cette nouvelle année, et aussi connaître les attendus, par exemple une rétroaction quotidienne avec l'étudiant, une supervision indirecte en continu. Et bien entendu, on va accompagner aussi le financement de ces deux parties, donc les docteurs juniors et les RSU. D'ailleurs, il y a un article dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale de 2026 qui est paru et qui éclaircit ce point. D'ailleurs, c'est une très belle occasion pour accroître le nombre de RSU parce que je ne vous le cache pas, l'enquête de cet été a montré que nous aurons besoin de davantage de RSU volontaires pour lancer cette année de docteur junior. Après, il y a aussi une dérogation au passage de thèse pour devenir médecin généraliste qui va faciliter la mise en place de dispositifs. Donc, on est sur les rails pour dans un an. Vous pouvez nous donner à peu près une estimation du nombre de MSU venus sur le territoire? On est à peu près à 400 MSU. Et donc, on a fait notre enquête. On a plus de la moitié qui se porte volontaire, mais une grande partie qui attendait ces précisions de rémunération pour nous répondre. On l'a évoqué, il y a un pacte territorial qui est déployé dans les territoires. Est-ce que vous pourriez nous faire un premier bilan dans les Hauts-de-France? Vous avez déjà accueilli des médecins volontaires? Tout à fait. Alors, c'est le pacte de lutte contre les déserts médicaux qui a été annoncé en avril 2025 par M. Bayrou. On l'a mis en place dans les Hauts-de-France, sachant que c'est vraiment un principe de solidarité des médecins de notre territoire dans les zones rouges. Les zones rouges qui ont été établies par des critères de vulnérabilité. On en a 4 dans les Hauts-de-France, 1 dans le Pas-de-Calais, 2 dans la Somme et 1 dans l'Aisne. Il y a effectivement des médecins qui se sont portés volontaires. On est à 9 médecins volontaires à aujourd'hui. Et concrètement, c'est déployé dans le Pas-de-Calais, plus précisément à Hesdin-la-Forêt, où il y a déjà eu 5 journées de consultation proposées par les médecins, ce qui veut dire 84 consultations proposées. Et il y a d'ores et déjà plusieurs journées annoncées, notamment dès la semaine prochaine, le 1, le 2 et le 5 décembre. Donc ça se met en route et ça se met vraiment en route. Ils sont intervenus en maison de santé? Ils sont intervenus tout à fait en maison de santé, c'est un principe de solidarité, mais on a naturellement pensé à des MSP en fait, pour mettre en place ce dispositif-là. D'ailleurs, à Hesdin-la-Forêt, c'est une maison de santé, dans la Somme également, et dans l'Aisne aussi. Merci beaucoup. Sylvain, peut-être une première réaction en tant que vice-président de la FENAS Hauts-de-France, peut-être une première réaction par rapport à tout ce qui a été présenté par l'ARS et par la CEPAM. J'ai combien de temps? Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de dispositifs, il y a une belle prise de conscience qu'effectivement il fallait tous ensemble faire les choses. Chacun dans ses compétences, chacun à sa place, mais là qu'on avait besoin vraiment de travailler tous ensemble. Voilà. Donc c'est des dispositifs, alors certes il y a certains qui vont plus vite, il y en a d'autres qui prennent plus de temps, il y en a d'autres qui prennent du temps de réflexion et de préparation. Mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que ça voit que ça fait bouger les lignes, ça c'est sûr. Il faut forcément faire un gros travail dessus de tous ces dispositifs-là. Parce qu'il ne suffit pas de les mettre en place, il faut dire on verra bien ce qui se passe. Et après, il y a des objectifs chiffrés, c'est un message que je voulais faire passer. Alors, les objectifs chiffrés, c'est intéressant parce que ça permet de mobiliser tout le monde autour d'un objectif commun. Il ne faut pas rester focalisé parce que le tout, c'est pas de faire juste faire des installations ou juste faire des maisons de santé ou juste mettre des dispositifs en place. Il faut être sûr qu'on fasse aussi de la qualité. C'est pas forcément la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité. Là, je pense notamment aux maisons de santé, je pense qu'on va en parler après, le dispositif 4000 maisons de santé. C'est pas le tout de créer des murs, des structures, les maisons de santé, avoir un label ou autre. Ce qui est important, c'est vraiment ce qui se passe dans les murs, ce qui se passe entre postes de santé. Et toujours ne pas oublier, tout ça, c'est au service des usagers, des patients, des habitants, des citoyens. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, au-delà des objectifs chiffrés, des dispositifs, ainsi que la finalité, c'est vraiment ça, c'est vraiment, il y a de l'humain derrière tout ça. Est-ce que la FENAS a été sollicitée pour intervenir ou pour apporter sa réflexion sur notamment le pacte territorial, sur tous ces dispositifs qui arrivent dans le territoire aujourd'hui? Oui, alors on peut dire qu'on est quand même un partenaire essentiel. On
connaissent pas. C'est pas parce que vous êtes à côté de moi aujourd'hui, c'est vraiment vrai. On a vraiment appris à se connaître, à se poser, à discuter. On se rencontre régulièrement, on partage beaucoup de choses. On travaille vraiment en mode décloisonné. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que face aux défis, la démographie médicale, aux défis de la qualité des soins, on a besoin d'être tous ensemble pour remonter ces défis. Donc oui, on est consulté et on est même missionné sur certaines missions. Justement, les institutions nous demandent en tant que FEMAS justement d'aller sur le terrain, de se mobiliser, parce que maintenant on a un bon réseau, on connaît du monde, et donc ça facilite forcément les choses sur le terrain. Donc oui, écoutez, ils nous font confiance. Donc ça c'est très bien. Sur le dispositif France Santé, vous serez aussi mobilisé, M. Gilardi l'a dit tout à l'heure, pour sélectionner, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas des structures labellisables. Comme disait mon président hier, on est déjà mobilisé, on a passé une semaine hyper active, on a vu tous les messages nous tomber dessus. Et c'est ça la force aussi de la FEMAS, c'est avoir un bon réseau, avoir des retours de terrain. Alors bien sûr, quand un dispositif comme ça dessus, on essaie de comprendre, on essaie d'avoir les avis de terrain, c'est ce qu'on a fait, on a reçu une enquête déjà, pour justement savoir ce qu'il en est. Je n'ai pas encore les résultats de l'enquête, donc je ne peux pas dire ce qu'il en est vraiment. Mais voilà, on a demandé aux équipes ce qu'ils en pensaient, s'ils allaient investir sur le dispositif, quels étaient leurs freins, quels étaient leurs questionnements. Et donc on espère en faisant cela être force de proposition pour justement être écouté et essayer en tout cas ce dispositif venait être vraiment mis en place, être force de proposition pour ne pas faire juste un dispositif supplémentaire mais faire un dispositif de qualité qui a un intérêt. Vous portez avec l'ARS Hauts-de-France un dispositif qui va à la rencontre des territoires déficitaires en offre de soins. En quelques mots, quel est ce dispositif? Quelles seraient aussi peut-être les limites et les appels d'amélioration? Donc c'est le dispositif 4000 maisons de santé, donc ça c'est pour la France, et donc l'objectif pour la France c'est 400 maisons de santé, on est à 300. Comme je disais tout à l'heure, on a vu le chiffre, il y a toute une démarche, c'est tout un processus, ce dispositif. Et là pour le coup, l'ARS a repéré des zones dites atones, mais nous on a préféré appeler ces zones des zones tremplins. On voulait vraiment positiver le message, en tout cas la démarche. Et donc l'idée c'est à la fois, il y a des critères de zonage ARS où effectivement il y a des difficultés d'accès aux soins, en tout cas des difficultés de démographie en santé, mais aussi les critères où il reste quand même un certain terreau fertile, le professionnel de santé, c'est pas des zones complètement blanches. Voilà. Et l'idée c'est que nous, en tant que FEMAS, on aille sur le terrain, rencontrer les professionnels de santé, pour leur présenter l'exercice coordonné, pour réfléchir avec eux à ce qu'il est possible de faire sur leur territoire. Et si tout est mention sur les livres, on peut les accompagner jusqu'à la création d'une maison de santé. Donc c'est vraiment une démarche proactive, une démarche d'aller vers qu'on fait. Alors, voilà. Il y a plusieurs phases, on ne va pas tout de suite comme ça sur les zones. Il y a vraiment plusieurs phases. Il y a vraiment une phase de diagnostic territorial. Avant d'aller sur le terrain, on essaie de screener un peu ces zones pour voir les forces, les faiblesses de chaque commune, chaque zone. Ensuite, il y a une démarche de prise de contact. Alors, prise de contact, elle peut être par plusieurs canaux, soit les professionnels de santé directement, soit les CPTS, soit les chargés de territoire ARS, soit les ROC de l'assurance maladie, soit les élus eux-mêmes. Et une fois qu'on sent qu'on peut en aller, voilà, après il y a la phase de contact, de prise de rendez-vous, de rencontre sur le terrain, ou des fois par visio avant vraiment d'aller sur le terrain. Où là, vraiment, avec les professionnels de santé, on voit si on peut transformer leur envie en une dynamique pour les professionnels pour évoluer dans le futur des types de maisons de santé. On en a parlé très rapidement tout à l'heure. Il y a aujourd'hui des usagers, et je sais qu'il y en a ici, je les avais repérés tout en haut de la salle. Au sein des maisons de santé, aujourd'hui, comment est-ce que l'usager peut donner des billes pour trouver justement des solutions pour améliorer l'accès aux soins? Est-ce qu'on écoute aussi cet usager?
Alors, on les écoute, n'est-ce pas, et on les entend fort aussi, ils parlent beaucoup, ils aiment bien proposer justement, et ça c'est très bien, c'est une bonne chose, de pouvoir avoir leur avis et les écouter. Alors je pense que l'année dernière, c'était la thématique de notre journée régionale. Je suis dans les chroniques en santé. Voilà. Et je pense qu'on a fait la preuve justement d'écouter, d'intégrer, d'embarquer les usagers dans toutes nos dynamiques pluriprofessionnelles. Alors, c'est pas chose aisée, c'est pas naturel, on a encore beaucoup à faire pour le coup, mais on voit que ça commence, on voit qu'il y a des exemples. Et alors, il y a l'échelon maison de santé, mais aussi l'échelon CPTS, pas mal de CPTS aussi qui arrivent à embarquer les usagers dans leurs projets. On a des notions de patients partenaires, patients experts, d'ambassadeurs santé également. Voilà, les choses bougent, on les écoute. Et je pense que ces journées-là sont faites aussi pour ça, c'est que souvent on les embarque avec nous dans la dynamique, dans les réflexions, dans la co-construction, et c'est important de les avoir aujourd'hui avec nous, mais aussi de les rencontrer sur le terrain. Donc oui, nous faisons avec les usagers, mais nous devons faire plus encore avec les usagers. Alors, on l'a dit, on l'a répété, on compte environ à peu près 300 MSP labellisés dans les Hauts-de-France. Comment les tutelles pourraient-elles davantage s'appuyer sur cette force de frappe que représente la maison de santé pour améliorer l'offre de soins dans le territoire? Alors, c'est tout un programme politique. Alors, comme je disais, on est déjà en mode décloisonnement, on travaille déjà bien avec les tutelles, en tout cas en région, en France. Moi, je souhaite qu'ils gardent leur posture d'accompagnement. Je pense que c'est important, la posture qu'ils ont actuellement, vraiment de nous accompagner, que ça ne soit pas conflictuel, que ça ne soit pas cloisonné, que ça ne soit pas les institutions qui ont les ordres, justement, pour la santé ou à la FEMAS, voilà. Que vraiment que ça se passe en mode vraiment transversal. Donc, c'est pas ça pour l'instant, je trouve qu'on a réussi à créer cette bonne ambiance de travail entre nous tous. Donc ça serait, je veux dire, le premier conseil que j'avais, c'est vraiment qu'on continue à travailler tous ensemble, à construire, à s'écouter les uns les autres, parce que voilà, c'est comme la coordination, on est différents mais complémentaires, et c'est important à ce niveau-là. Voilà, on est différents mais complémentaires, on a tout à gagner si on travaille ensemble. Après, on a déjà pas mal de dispositifs qui sont là pour favoriser des installations, pour lancer des nouvelles dynamiques pluriprofessionnelles, voilà, pour avoir des maisons de santé, des CPTS. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à comment mieux accompagner et prendre soin des maisons de santé déjà existantes. Parce qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas de maison de santé. Et là, on a plein de maisons de santé aujourd'hui représentées. Et on le sait tous, il y a des hauts et des bas dans les dynamiques. Quand tout va bien, on ne se pose pas la question, mais des fois ça va pas, parce qu'il y a des départs en retraite, il y a des installations, il y a des mouvements dans les équipes, il y a de l'usure professionnelle, il y a de l'usure émotionnelle, il y a de l'usure pluriprofessionnelle. À un moment donné, c'est fatigant, tout ça, c'est chronophage. Et donc, il y a des hauts et des bas dans chaque équipe. Donc, je pense aussi qu'il faut qu'on réfléchisse à prendre soin déjà des dynamiques existantes, ne pas laisser tomber, ne pas se focaliser sur à tout prix les nouvelles maisons de santé, prendre soin des équipes déjà en place, parce que si ces équipes pluriprofessionnelles sont bien dans leur basket, et elles vont faire de belles choses, elles vont bien travailler ensemble. Si elles ne sont pas bien, elles vont arrêter de bien travailler ensemble, et toujours au détriment des usagers qui les aiment. Vous êtes médecin généraliste à Clermont-Ferrand, vous avez fait le trajet hier. Donc Miss France 2021, je le dis, je le reglisse au passage. Et surtout, je voulais qu'on aborde ensemble ce Tour de France des remplacements que vous avez lancé il me semble début 2024. Et je me souviens d'une formule que vous avez utilisée dans la presse locale pour parler justement de cette initiative. Vous expliquez que votre objectif c'était de mêler l'utile à l'agréable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif de ce road trip médical que vous avez réalisé avec Brice, votre compagnon qui est kiné? Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, en 2024, avec mon compagnon qui est kiné, on a réalisé un Tour de France de remplacement dans les déserts médicaux en 1 an. Donc l'idée, c'était vraiment de faire le tour de la France en allant spécifiquement dans les zones sous-dotées pour remplacer des confrères qui en avaient besoin et qui n'ont pas toujours l'occasion d'ailleurs de se faire remplacer. Des collègues qui sont d'ailleurs souvent épuisés, qui nous l'ont dit.
L'idée, c'était aussi effectivement d'allier l'utile à l'agréable en découvrant ces zones-là, parce que souvent, voilà, on connaît la région près de chez soi, mais la région voisine, on n'y a pas toujours mis les pieds. Donc on remplaçait vraiment les 15 jours, 3 semaines en début du mois. Et les derniers jours étaient vraiment dédiés à la découverte du territoire, la gastronomie évidemment, toutes les spécificités. Donc on a vraiment fait ce projet-là sur 1 an. On ne savait pas si on arriverait à conclure le projet, mais on a réussi, donc on n'est pas peu fiers. On est d'ailleurs venu à 1 heure d'ici à Nouvelle-Église remplacer des consoeurs et confrères. Ça s'est extrêmement bien passé. Évidemment, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est une expérience vraiment qu'on recommande à tout le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de professionnels de santé qui nous écrivent pour nous dire qu'ils ont envie de tenter l'aventure eux aussi. C'est vrai que le remplacement, c'est une étape, moi je trouve très importante dans la vie des professionnels de santé, avant l'installation, justement, pour gagner en expérience, pour savoir aussi ce dont on a envie dans son exercice futur, la manière de travailler justement dans une MSP, seul, en cabinet pluridisciplinaire. Vraiment, il existe plein de choses. Quel logiciel médical choisir, plutôt avec une assistante médicale, plutôt avec une hyper, vraiment. C'est ce moment-là où vraiment on peut tester l'exercice et aussi découvrir le territoire dans lequel on a envie de s'installer. Nous, on est issus de la région Auvergne, et c'est vrai que lors de notre Tour de France, on a eu des gros coups de cœur pour certaines régions, notamment la Nouvelle-Église, c'est extrêmement bien passé, on a adoré, vraiment, le remplacement était génial. On a adoré la Dordogne, alors que si vous m'aviez dit il y a 2 ans, je pourrais potentiellement m'installer en Dordogne, je vous aurais dit mais pourquoi? Donc vraiment, c'était l'occasion de découvrir des territoires et de découvrir de nouvelles pratiques aussi, parce que c'est vrai que quand on sort des études, on est quand même assez limité en termes d'expérience, et l'expérience se fait surtout sur le terrain. Alors justement, on reviendra un peu sur les enseignements qu'on peut tirer de ce bilan. Alors, j'ai peut-être eu tort au début. J'ai parlé d'un road trip médical, c'était pas que médical, on est d'accord. Est-ce que Brice aussi a remplacé, je me permets de l'appeler par son nom, est-ce qu'il a remplacé lui aussi? Tout à fait. Là où c'était un petit peu difficile, c'est qu'effectivement, on cherchait des remplacements conjoints, donc à la fois en médecine générale et en kinésithérapie en même temps. Donc on a augmenté un petit peu le cursus de difficulté pour trouver des remplacements, mais on a réussi, donc c'est faisable. Vous les avez repérés, j'imagine, en amont et déjà posé les choses pour pouvoir organiser votre voyage? Alors en fait, non, pas du tout, on a fait au fur et à mesure, effectivement. Donc on a fini mon internat de médecine générale en novembre 2023. On a acheté un van en décembre 2024 et le 1er janvier, on était sur les routes avec seulement le premier remplacement en tête, on avait trouvé. Parce qu'effectivement, les professionnels de santé prennent des congés pas toujours 1 an en avance. Enfin, certains d'ailleurs ne prennent pas de congés, donc c'est compliqué. Et en fait, on faisait un peu de prospection pour essayer de trouver finalement les remplacements au fur et à mesure. Donc souvent, ça se faisait d'un mois à l'autre. On avait rarement 2 mois d'avance. Hein. C'était vraiment un petit peu compliqué en termes d'organisation. Mais on a réussi finalement à trouver, je crois que la plus grande distance qui nous séparait, c'était 20 minutes. Donc mon compagnon se rendait en van au cabinet où il travaillait. Et puis moi, du coup, j'étais souvent sur place parce que là aussi où c'est vraiment génial, c'est quand les MSP ou les mairies des communes mettent des logements à disposition. Ça facilite extrêmement les remplacements. Justement, c'est une question que je voulais vous poser. Quels ont été les éléments qui vous ont aidé, enfin les fédérations, les structures qui vous ont aidé pour mener à bien ce projet dans les territoires? Ça n'a pas toujours été simple, ça dépend vraiment des territoires. On voit aussi que l'engagement n'est pas le même partout. Je pense notamment au DMG, on n'a pas eu toujours de l'aide, on en a eu parfois. Les CPTS nous ont aidés, les mairies nous ont aidés, et puis il y a eu beaucoup de bouche à oreille. C'est vrai que c'est difficile d'organiser. Nous, on était vraiment motivés parce qu'on avait ce projet en tête et on avait envie de réussir, mais je pense que demain, si les jeunes ont envie de se lancer, il faut arriver à faciliter les choses. Parce que si je vous dis, j'ai envie maintenant de venir remplacer justement dans le nord de la France, je viens d'Auvergne, comment je fais pour trouver les médecins qui ont besoin d'être remplacés, à quelle date? Aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Nous, on a bénéficié entre guillemets de la visibilité qu'on avait sur les réseaux sociaux pour arriver à être mis en lien avec des médecins. Donc souvent, même des fois, les patients demandaient à leur médecin, vous n'avez pas besoin d'un remplacement. Donc ça se faisait un petit peu comme ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile à trouver. Et justement, en matière d'accès aux soins, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Alors je trouve qu'effectivement, on a vraiment ciblé que des zones sous-dotées, au sein même des déserts. On va dire qu'il y a déserts et déserts. Il y a des zones vraiment particulièrement isolées, qui sont vraiment en grande difficulté. Et à l'inverse, on se rend compte que dans certaines zones, on arrive avec justement des assistantes médicales, avec une équipe justement coordonnée, on arrive à bien travailler avec un bon logiciel médical, même si le territoire est isolé, même si des fois les professionnels de santé, les spécialistes sont loin,
on peut quand même avoir un bon exercice médical pour prendre en charge ces patients correctement. Mais à l'inverse, j'ai remplacé notamment en Aveyron un médecin qui était en âge d'être en retraite, mais absolument pas fait appel notamment à l'informatique, pas de secrétariat médical, pas d'assistante. C'était un enfer sur terre, vraiment 15 jours où je me suis dit c'est pas possible de travailler dans des conditions comme ça, et même je tire mon chapeau aux médecins qui travaillent quotidiennement dans ces conditions. Vous avez parcouru combien de kilomètres? Plus de 20 000 km au compteur du van. Et 12 remplacements, c'est bien ça? 12 remplacements, un remplacement par mois. Sur 15 jours, 3 semaines, c'est ça? Ça 15 jours, 3 semaines en fonction des besoins, en fonction de ce qu'on trouve. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de solutions qui ont été trouvées, adoptées dans les territoires pour justement permettre un meilleur accès aux soins? Alors pour moi, l'assistante médicale, vraiment, je suis désolée, mais pour moi, c'est la révélation de ce Tour de France. Travailler avec une assistante médicale, ça permet vraiment de gagner du temps, de pouvoir prendre en charge plus de patients dans de bonnes conditions sans sacrifier le temps médical. Là, actuellement, je remplace en Auvergne, et pareil, dans le cabinet où je suis, il y a une assistante médicale. Vous êtes installé ou Pas encore installée, mais bientôt. Et effectivement, je trouve que travailler en équipe, c'est indispensable. Aujourd'hui, on ne peut pas rester isolé à travailler seul. D'ailleurs, je sais que nos voisins allemands ont vraiment instauré ce système de fonctionnement. Ça marche très très bien. On a des durées de consultation, forcément, qui sont longues. On a des patients polypathologiques. C'est pas toujours simple de les prendre en charge en un temps limité, parce que bien sûr, si on augmente les durées de consultation, on prend en charge moins de patients, donc c'est toujours le même problème. Alors qu'avec une assistante médicale, on arrive quand même à déléguer. Je pense aussi aux IPA, aux infirmières allées. Il y a plein de dispositifs où il faut qu'on délègue. D'ailleurs, aussi arriver à orienter le patient correctement. Il y a encore beaucoup de femmes, par exemple, qui me disent qu'elles ne vont plus chez le gynécologue parce que elles ne trouvent pas de rendez-vous, donc elles ne font pas leur frottis, alors que les sages-femmes sont là et sont complètement capables de faire exactement la même chose. Donc rien qu'arriver à orienter son patient dans le parcours de soins, c'est indispensable. Et après, en autre solution, où moi je trouve que ça fonctionne extrêmement bien, je ne sais pas si vous connaissez OmniDoc, ça permet de demander des avis à des spécialistes. C'est vrai que quand on est dans des territoires isolés où le premier spécialiste n'est pas du tout joignable, ou alors dans des mois, si on fait un courrier, le patient a rendez-vous dans 6 mois ou 1 an, avec OmniDoc, on peut demander un avis en envoyant des photos, en faisant quelque chose en plus de totalement sécurisé. Et ça permet justement d'avoir un retour rapide. Et ça, c'est vraiment très très bien pour pouvoir prendre en charge les patients. Est-ce que vous avez remplacé principalement dans des cabinets isolés ou est-ce qu'il y a eu aussi d'autres types de structures? Honnêtement, j'ai fait à peu près moitié-moitié, c'est-à-dire beaucoup dans des maisons de santé pluridisciplinaires et aussi dans des cabinets isolés où il y a vraiment aucun suspense, c'est beaucoup plus agréable dans une maison de santé pluridisciplinaire, même si par exemple on a un doute, une question, des fois c'est pas facile de prendre des décisions, le fait d'avoir un collègue à côté de soi, de pouvoir demander un avis, c'est toujours très agréable, le fait d'avoir une assistante médicale et une secrétaire, je me répète, mais ça permet de travailler dans des bonnes conditions. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a peur de s'installer, peur de se retrouver seul, surtout quand on commence et qu'on ne sait pas trop, forcément on n'a pas les expériences des anciens. C'est vrai que d'être ensemble et de savoir qu'on est bien entouré, ça favorise, je pense, le cap où on se dit, bon allez, là je suis prête à m'installer. Donc vous allez vous installer en maison de santé. Très bien, voilà. Il nous reste 1 minute, donc merci beaucoup déjà aux intervenants pour le respect du timing, c'était parfait. Simplement pour terminer, alors je vois que vos amis se préparent, je vous laisse la main dans 30 secondes, simplement pour vous dire que, et rappeler surtout que l'accès aux soins n'est pas la seule affaire de médecin, mais que c'est une question et c'est une réponse à apporter en équipe, avec notamment les usagers, mais aussi tous ceux qui interviennent dans cet écosystème-là. Merci à tous et je livre cette table ronde à la compagnie La Belle Histoire qui va peut-être nous la raconter différemment.